Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Très heureux d'être là avec vous. Donc oui, donc voilà, donc le sujet, effectivement, transformation agile, comment votre organisation QA peut-elle y trouver sa place? Alors, si vous ne me connaissez pas, moi, Jean-Pierre Lambert, donc je suis coach agile et qualité indépendant depuis un peu moins de 2 ans. Je suis à mon compte, donc j'interviens dans les entreprises, dans les équipes pour donner le petit coup de pouce pour permettre d'aller plus loin. Et j'ai mis le logo Scrum Life, je suis aussi le créateur de Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'esprit agile. Que vous soyez testeur ou pas, globalement, je pense que vous travaillez en milieu agile, je pense que ça peut vous intéresser. Vous êtes déjà fan, c'est très bien. Sinon, allez sur scrumlife.tv et découvrez Scrum Life, vous ne regretterez pas. Allez, donc on va commencer. Je vais commencer par raconter un peu une histoire, hein, quelque part. Hop, il faut que je mette le focus pour ma télécommande et on sera bien. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'une transformation agile. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il se passe que on va parler de feature team. Voilà, maintenant, on va structurer les équipes un petit peu autrement. Bon, voilà, on va parler de continuous delivery. Maintenant, on est censé livrer tout le temps, en permanence. C'est fini, genre les grosses livraisons tous les quelques mois. On nous parle de DevOps aussi, justement, qui va dans tout ça. Finalement, on nous dit aussi que les développeurs ont la main sur le bouton pour pousser en prod. On nous dit qu'il n'y a plus de phase de stabilisation. On nous dit que voilà, maintenant, il y a une release et on la sort. On n'a plus un mois entier à la fin des 12 mois de développement pour s'assurer que tout marche bien et qu'il n'y a pas de problème. Puis finalement, on nous dit aussi qu'en tant que testeur, en tant que QA, on n'est plus garant de la prod. Hein, comme je l'ai dit, maintenant, les développeurs peuvent mettre en prod directement. On sent forcément notre validation. Et puis en plus, il n'y a plus de spécification. Donc en fait, même comment on fait notre travail pour valider que ça marche, que tout est bon, que ça roule. Un peu compliqué, effectivement, au milieu de tout ça, la QA, le département QA, hein, qui avant était là pour garant de la prod, l'intermédiaire entre effectivement les développeurs qui construisaient le produit et puis le run, les ops, les administrateurs système qui déployaient ça. On était vraiment entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait nous maintenant en fait? Alors donc, peut-être que le premier réflexe serait de se dire que l'agilité, c'est nul, c'est compliqué. Moi, je vais plutôt vous expliquer l'inverse. Je vais expliquer qu'au contraire, l'agilité, c'est une formidable opportunité pour la qualité et en cascade pour ce département QA, justement. Donc là, je vous ai montré sur ce petit diagramme un peu pour illustrer le changement entre le paradigme traditionnel et le mode agile. Voilà, donc le fonctionnement traditionnel dit cycle en V, mais là, c'est plutôt une cascade que je vous ai mis. Voilà, on a différentes phases qui se succèdent. Tout d'abord, le cadrage, qu'est-ce qu'on veut faire dans les grandes lignes, etc. Commencer à faire des specs fonctionnels, la conception, aller plus dans le détail, faire des mock-ups, les designs, le pixel au détail près, le développement, on construit ça, ensuite on balance ça au test, vérifie que tout marche, qu'on n'a rien cassé, que ça fait ce qu'on en attend, puis le déploiement, et puis enfin, ça arrive, fin de la cascade, sur l'utilisateur ou le client. Voilà, modèle traditionnel. En agile, qu'est-ce qu'on entend par agile, hein? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce mode, déjà, où on va être très itératif, mais aussi en mode équipe multidisciplinaire. On n'est pas du tout là-dessus. Déjà, donc effectivement, il y a cette idée-là qu'on va être fonctionner en termes de cycle, des itérations, et surtout que cette équipe-là, on va avoir une équipe au milieu qui va être donc pluridisciplinaire avec toutes les compétences, hein. Autant à gauche, dans le mode traditionnel, finalement, chaque case est généralement remplie par un département ou une équipe à part entière qui est remplie d'experts qui savent très bien faire ça. Typiquement, le département QA qui s'occupe du test. Là, non, on a plein de gens de toutes ces compétences, de tous ces rôles qu'on met ensemble et qui ont une responsabilité complète. Ils doivent tout faire. Ils doivent tout faire. Ils doivent faire la conception, le développement, le test, le déploiement et qui sont en relation, pas forcément permanente, mais rapprochée et régulière avec l'utilisateur pour voir si on avance bien, comment ça va, etc. Voilà. Donc, comme je le disais, à gauche, ce qu'on appelait, ce qu'on peut qualifier de QA, elle est là. Elle a son étape, c'est clair, son rôle. À droite, en agile, c'est quelque chose d'un peu plus flou, d'un peu plus diffus. C'est dans l'équipe et c'est l'équipe, en fait, qui s'occupe de cette notion de QA.
Et en fait, il y a un vrai changement dans l'approche fondamentalement, c'est qu'effectivement dans ce modèle traditionnel, le premier focus, il est sur le projet lui-même en fait. On mène des projets. Ça veut dire que le plus important, c'est respecter le coût, respecter le délai, respecter le périmètre. Et donc dans ce type de contexte-là, bah, le rôle de la QA, c'est quoi? C'est de s'assurer qu'on est conforme à la spec. Voilà. D'autres gens ont fait la spec, d'autres gens ont implémenté la spec. Nous, le but, c'est de vérifier que tout ça, ça correspond et que donc on respecte bien le coût, le délai, le périmètre. À droite, en agile, ben, le focus, il va être beaucoup plus sur le produit. C'est que finalement, on est là ensemble, on est en relation en plus avec l'utilisateur. Et là, en fait, l'enjeu, il est comment est-ce qu'on fait pour que l'utilisateur, il soit super content et qu'au passage, on se fasse plein d'argent aussi, parce que le but n'est pas juste de rendre l'utilisateur heureux, c'est aussi de faire que les gens soient prêts à nous donner de l'argent pour ça. Et, et du coup, le rôle de la QA n'est plus du tout le même. Le rôle, ça devient comment je participe à cette dynamique pour créer un produit qui est fantastique. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble ce type de transformation-là? Voilà, donc la transfo un peu classique bateau, ça va être, voilà, je prends les extrêmes évidemment. Voilà, avant, on était donc vraiment en silo métier, c'est ce que j'ai dit et c'est ce que j'ai dit. Chaque étape du développement en cascade est portée par des experts et ces experts sont regroupés hiérarchiquement, voire physiquement. Ils ont leur équipe, leur nom, leur budget, c'est eux. Voilà, il y en a qui vont plutôt s'occuper de la dimension produit, conception. Il y a effectivement ce département QA. Peut-être que la partie développement, on va même séparer par spécialité, ceux qui font du front-end, ceux qui font du back-end. Le run, les ops, c'est aussi leur propre groupe. Puis peut-être que dans cette entreprise, il y a aussi même un groupe spécialisé sur les bases de données, c'est les DBA. Et puis en fait, on va passer plutôt dans ce qu'on appelle en feature team. En gros, on va avoir des équipes qui justement vont avoir toutes les compétences et vont pouvoir tout faire. Donc là, on les a appelés, on leur a donné des noms plus génériques. Par exemple, les lettres grecques, équipe alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Et on regroupe les gens, voilà, on redispatche les gens pour que dans chaque équipe, il y ait bien toutes les compétences. Et comme ça, chaque équipe sera autonome pour prendre un sujet et pour le porter jusqu'au bout. Évidemment, c'est un peu la théorie. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que ce modèle-là, ce type de transformation-là, ça marche pour la QA? Qu'est-ce que ça donne pour la QA? En fait, donc oui, on se retrouve à intégrer la QA dans l'équipe. Ça, c'est super, ça, c'est génial. Mais souvent, on se retrouve à continuer de travailler comme avant. Et c'est là où les drames arrivent, en fait. Parce que oui, OK, maintenant, on est intégré dans l'équipe, mais on n'a pas changé de manière de travailler. Et là, ça clash. Le genre de choses qu'un testeur qui se retrouvait dans ce type de transfo, voilà le genre de choses qu'il pourrait dire. Il pourrait dire, par exemple, « Ah, maintenant, à chaque itération, il faut tout retester. » Chaque itération, typiquement, ça va être par exemple 2 semaines. Donc, toutes les 2 semaines, il faut tout retester, s'assurer que rien n'est cassé, que tout fonctionne, etc. C'est lourd, c'est compliqué, voire même est-ce que c'est faisable seulement. Une autre chose qu'on va pouvoir dire, c'est concrètement, comment ça se passe un sprint, comment ça se passe une itération? Il y a des développeurs qui bossent pendant 10 jours et à la fin, ils shootent tout au testeur 2 jours avant la démo. Et puis là, débrouille-toi pour tout valider, que tout marche bien et puis roule la poule. C'est un peu, c'est pas très agréable à vivre, on va dire. Une autre question, ça va être comment on fait pour tester en profondeur le produit avec des itérations courtes? Parce qu'effectivement, avant, on était sur des cycles plus longs, on était aussi plus structuré en expertise avec les silos. Donc, on arrivait à caser. Là, il va y avoir un mois où il va falloir vraiment triturer le produit pour faire des tests de performance, par exemple. Là, maintenant, où est-ce que je case mon test de performance ou de robustesse au milieu de toutes mes itérations de 2 semaines, ce qui rejoint d'ailleurs un peu la première phrase. J'ai déjà pas le temps de valider les nouvelles fonctionnalités et encore moins le temps de valider qu'on n'a rien cassé. J'ai juste pas le temps de faire tous ces tests qui sont pourtant importants, de tester en profondeur le produit et pas juste oui, ça marche, quoi. Puis dernier point de douleur qui peut aussi être évoqué, ouais, puis il n'y a pas de spec, quoi. Donc en fait, comment je teste? Qu'est-ce que je teste? Qu'est-ce que qu'est-ce que je valide? Je fais comment? Alors je ne sais pas si ça se ressent, hein, mais dans toutes ces phrases, il y a quand même, il y a une vraie souffrance derrière, hein.
d'avoir ce testeur ou ce QA qui se retrouve dans cette équipe, où potentiellement le reste de l'équipe le vit très bien, quoi. C'est genre: «Ouais, ça y est, maintenant on avance, on travaille ensemble. Ouais, c'est bon, j'ai développé le truc, il marche, je le mets en prod, c'est super. On n'a plus de contraintes, on avance, c'est génial». Et là, tu as le QA, il se retrouve en mode: «Ouais, mais attends, mais moi je suis entre le marteau et l'enclume», potentiellement, voilà, ils peuvent se retrouver vraiment en situation de détresse. Auquel donc donc du coup, effectivement, faut donc ce que j'ai dit dans le titre, donc non, il ne faut pas travailler comme avant. Il faut se mettre à travailler autrement. Donc comment? Le premier changement, la première grosse différence, ça va être qu'il va falloir réussir à intégrer le fait que la qualité, c'est le problème de tous. C'est plus le problème de la QA, qui est un peu le modèle traditionnel, hein. Le développeur, il pisse son code et après, le testeur, la QA verra bien s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Voilà, ça, c'est quand même la grosse différence. Heu, Sauf que c'est facile à dire. Comment on fait maintenant pour que ça ne soit pas le problème? Avant, c'était le problème des parties en QA, maintenant c'est le problème du QA, du testeur qui est dans l'équipe. Comment on fait pour que ça ne soit pas ça et que ça soit un problème collectif d'équipe? Ben justement, il faut réussir à faire que ça soit un enjeu d'équipe, la qualité. Et là, je vous cite un certain nombre d'outils qui permettent d'aller dans cette direction-là. Premier outil en bas à droite, le Definition of Done. C'est le contrat qui dit quand on a terminé quelque chose, quand on a terminé un développement, une fonctionnalité, c'est vraiment, vraiment fini. Donc ça sert déjà pour qu'on soit tous d'accord sur ce que ça veut dire, mais ça sert aussi à poser le niveau d'exigence de qualité qu'on veut avoir. Mais aussi et surtout, ce definition of done, ce doit être pour l'équipe. Ce n'est pas une personne qui porte le definition of done, c'est toute l'équipe. Ça veut dire que quand on est en fin de sprint et qu'il faut terminer un truc, ce n'est pas un problème du testeur qui n'a pas fini de passer les critères d'acceptation. C'est le problème de l'équipe qu'on n'a pas coché toutes les cases du definition of done. Dans la même veine, je vous parlerai en bas à gauche, l'objectif d'itération. C'est l'idée que pendant une itération, on travaille, on a un objectif macro qui est vraiment la chose qu'on doit faire pendant ce sprint, qui apporte vraiment de la valeur. Et bien là aussi, c'est un objectif d'itération d'équipe. Et c'est la même chose quand on ne peut pas atteindre l'objectif d'itération, c'est toute l'équipe qui doit se mobiliser pour se dire, OK, comment on peut faire, comment on se structure, comment on s'organise pour que ça arrive. Donc c'est un enjeu d'équipe. Là aussi, on se retrouve à avoir toute l'équipe qui fait front. Un autre sujet, ça peut être l'estimation collective. Quand je parle d'estimation collective, il y a collectif dans deux sens différents. Il y a le fait collectif dans le sens où on y prend tous part. Ça, déjà, c'est une première chose. C'est pas le testeur, il est aussi à la table des personnes qui estiment le volume de travail à faire. Il est à égalité avec les autres membres. Il les challenge aussi. Il leur dit: «T'es sûr de ça? Comment on fait?» Mais c'est aussi collectif dans toutes les choses qu'on doit estimer. Parce qu'à la fin de l'estimation, on ne doit pas sortir tant pour le développement front, tant pour le développement back, tant pour le test, tant pour le design. Non, on doit avoir qu'un seul chiffre pour tout le travail à faire. Donc c'est collectif aussi comme ça. Si vous arrivez à faire ces deux choses-là, le testeur est à la table des estimations et on estime aussi tous les tâches de test, vous êtes déjà très bien parti, je pense. Parce que globalement, il pourra intervenir sur les autres choses que le test pour challenger, comprendre, intervenir. Et tout le monde sera obligé de prendre en compte les problématiques de test. Ouais, mais attends, pour tester ça, je sais que c'est facile, tu rajoutes un if dans le code. Mais pour moi, il y a 32 cas de combinatoire derrière. Tu rajoutes un if, ça fait 64 tests. Comment on fait? C'est facile à coder, c'est compliqué à tester. Comment on fait? Et enfin, le dernier en haut à droite, les découpages en tâches techniques. Normalement, quand on a décidé sur quoi on se lance, on est censé faire un peu le plan de comment on va y aller. Moi, j'aime bien l'amener sous la forme de découper en tâches techniques. On va lister toutes les petites choses à faire. Ces tâches techniques, il ne doit pas y avoir que du dev, que des parties codage. Les tâches de test sont aussi des tâches techniques qui doivent apparaître, qui doivent figurer. Ça veut dire deux choses. D'une, on les visualise, on les montre, on sait qu'elles sont là. Et potentiellement, on a tous décidé qu'elles existaient. Quand on a fait la liste des tâches, on y a tous participé à ce découpage. Ce n'était pas juste le testeur qui a listé les tâches de test. Mais ensuite, on en revient sur l'objectif d'itération d'équipe, le definition of done d'équipe. Et bien à la fin, si tout ce qui manque pour terminer le sprint, c'est une tâche de test, c'est un problème d'équipe. Ce n'est pas un problème de testeur. Quand je vous ai listé tout ça, vous l'avez peut-être reconnu. Je vous ai listé des éléments de Scrum.
concrètement, une équipe qui applique vraiment Scrum, normalement, se retrouve à avoir tous les éléments pour que l'équipe fasse front et que la qualité soit traitée comme un enjeu d'équipe. Du moins, en tant que testeur, vous avez tous ces outils-là pour insuffler ça dans l'équipe. Alors, un autre élément comment on doit travailler autrement, justement, pour que ça marche bien d'être testeur dans une équipe agile, c'est que ça, c'est la définition que j'aime bien donner pour la built-in quality, pour la qualité intrinsèque. C'est on doit construire la qualité dans le produit plutôt que de la vérifier après coup. Ça nous amène assez loin. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Une première chose, ça va être qu'on va être beaucoup plus dans la prévention plutôt que la correction. Là, je vous ai dessiné un tableau d'équipe un peu bateau, assez classique. Voilà, backlog, les choses à faire, ready, c'est prêt à développer, on sait ce qu'on doit faire, on y va. Développement, on le développe, test, on le valide, et puis done, ça y est, on a terminé, c'est plié. Dans le modèle classique, ou du coup, qui sera peut-être la posture par défaut du testeur qui se retrouve dans cette équipe, ça va être, ce QA, il est à la fin, là, voilà, il est sur test, voire entre test et done. Fais la validation. Voilà, tout a été développé, je prends les tickets, je vérifie que c'est bon, et puis je pourrais les mettre en done. L'idée, c'est plutôt, là, ce que je vous illustre, ça s'appelle le shift left, parce que c'est ça, c'est justement, on va voir le décaler vers la gauche, du coup, dans l'autre sens, avec l'effet de caméra. Vers la gauche, pour que justement son travail ne soit pas tant sur la validation, mais plutôt sur l'analyse. L'essentiel de son temps ne doit pas être à dérouler des cas de tests manuels. L'essentiel de son temps doit être à réfléchir concrètement comment on va tester. Déjà, ça commence par ça, hein, la testabilité. On ne part pas en développement si on ne sait pas comment on va tester. C'est une hérésie. Si on ne sait pas comment on va tester, on ne développe pas, on ne part pas en développement. On doit avoir une réponse. La réponse peut être, on ne testera pas parce qu'on ne veut pas le faire, on ne sait pas le faire, c'est trop cher, mais on doit s'être posé la question, on doit avoir listé quel sera le plan de test pour la feature ou pour la user story avant de commencer le développement. Évidemment, dans cette réflexion-là, le testeur a énormément de valeur ajoutée. Et voilà, et c'est là que le nerf de la guerre, il va se passer. Le titre, c'est prévention plutôt que correction. La plupart des défauts, des problèmes peuvent être vus en amont sur la spécification et pas à la fin quand on recroise la spécification avec le développement. C'est à ce moment-là où se passe le plus de choses. Et ce qui est magique, c'est que quand on trouve un problème sur un besoin en amont, alors qu'on n'a encore rien codé, ça coûte pratiquement rien de corriger le problème. Quand on le trouve à la fin, quand on a travaillé une semaine dessus de développement, plus des tests, plus plein de choses, ça coûte cher. Là, ça devient un bug, justement, quelque chose qui coûte cher. Ce n'est pas un détail qu'on corrige et c'est fini. Donc ça, c'est le premier gros changement de posture. Peut-être le plus important, c'est ce shift left, de vraiment mettre son focus sur l'analyse, le travail en amont, plutôt que sur la validation en aval. Un autre sujet, ça va être comment est-ce qu'on arrive à autonomiser les développeurs pour qu'ils puissent finalement valider tout seuls sans perdre en qualité. L'approche traditionnelle, je l'ai dessinée là, le développeur fait son machin, bidule truc, il développe quoi, et puis tu as la QA, le testeur qui passe derrière voilà, avec sa grosse loupe en flic. Hein. Alors, est-ce que tout marche bien? Est-ce que c'est bien ce qu'on a demandé? Est-ce que tout va comme il faut? Validation après coup. L'idée, c'est aussi que plutôt que c'est dans la continuité de ce que j'ai montré avant. Shift left, on va travailler en amont, mais on va en plus l'instrumenter. Et si au lieu de faire une liste de cas de tests qu'on exécutera à la main, on faisait plutôt une liste de cas de tests qu'on va automatiser et le développeur pourra valider tout seul directement. Une approche assez classique au final, si vous êtes dans le domaine, vous voyez de quoi je parle. Et derrière, effectivement, on va brancher des plateformes d'intégration continue ou autres qui vont exécuter ces tests-là et qui nous feront des résultats. Et on ne perd pas en qualité. On a autant la réflexion qu'avant, mais qui n'est plus en aval sur comment je vais tester, comment je valide. Elle est en amont. C'est quoi les cas de tests qu'il faut faire? Et du coup, on les met en place directement. Et là, les développeurs, en plus, ils sont autonomes. Ils vont avancer encore plus vite qu'avant et on ne perd pas en qualité. Je pense même qu'on va en gagner. Et ça va même créer un cercle vertueux. Plus on fera de la qualité, plus on verra que ça marche, plus on va investir dans ce type de méthode, et plus on va en qualité, plus on verra que ça marche, plus on va continuer. Maintenant, pour aller, on va changer de thème. Là, je parlais surtout de l'attitude du testeur finalement dans sa nouvelle équipe. Là, on va plutôt parler en termes de structure.
les structures de l'équipe QA, qui avant était peut-être plutôt le département QA, à quoi ça ressemble maintenant? Donc je vous remets le petit dessin là, de cette transfo un peu classique, un peu bateau. On a les silos métiers, voilà, chacun sa responsabilité, qu'on transforme en mode, on met un peu tout le monde ensemble, chacun fait sa feature team, chacun est autonome. Donc, concrètement, le feature team, c'est un peu plus subtil que ça. En fait, ça va nous faire une organisation matricielle. Parce que, OK, effectivement, chaque personne appartient à une seule équipe, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, dans cet exemple, mais il appartient toujours aussi à son ancienne équipe. Par exemple, la QA au département QA, sous une forme un peu différente que moi j'aime bien appeler la communauté de pratique. Et ça, c'est très important parce que on a besoin des deux dimensions. On a envie que les personnes soient effectivement pilotées par le fonctionnel, par le produit, par le business de ce qu'ils construisent. C'est la fameuse équipe, c'est le vertical. Mais c'est aussi très important qu'ils s'alignent aussi techniquement sur comment on fait les choses, qu'il y ait de l'entraide, etc. Et donc, on a aussi cette deuxième dimension. Donc, à quoi correspond cette communauté de pratique? On peut y voir différentes dimensions. Déjà, souvent, on peut y voir une dimension managériale, en fait. C'est l'ancien département, l'ancien silo. Voilà, encore une fois, c'est l'organisation traditionnelle, hein. On a ces deux niveaux. Mais on a aussi envie d'avoir un peu cette dimension managériale de toutes ces personnes et comment on les accompagne dans leur carrière, comment on les fait grandir. Il va y avoir toute une dimension de synchronisation. Justement, c'est pour ça qu'on fait la communauté de pratique. Ça, c'est une manière de faciliter les échanges entre les équipes, parce que ce n'est pas parce qu'on a créé ces équipes que magiquement elles sont indépendantes. Ça reste une vision à terme, on essaie de les rendre le plus indépendantes possible, mais potentiellement, elles travaillent sur le même produit, et potentiellement, elles ont des dépendances. Donc ça peut aider justement c'est une manière d'amener cette synchronisation-là. On a aussi envie d'avoir cette communauté de pratique pour construire des processus communs, qu'on travaille de la même manière, qu'on s'aligne techniquement sur comment on fait les choses, pour plein de raisons. Pour justement qu'on puisse échanger, que des personnes puissent changer d'équipe plus facilement, pour construire des bases de connaissances communes, et aussi pour se challenger effectivement. Un autre sujet, ça va être les sujets transverses. Parfois, il y a des sujets qui se portent mal ou pas du tout par une équipe. C'est des sujets justement transverses qui concernent un peu tout le monde, qui peut-être ne concernent d'ailleurs finalement qu'une communauté de pratique et où c'est vraiment pas évident de les faire porter par les feature teams, c'est beaucoup plus logique par les communautés de pratique. Et puis le dernier élément, sur la dimension du partage, de la veille, on met ces personnes ensemble aussi justement pour qu'elles continuent de grandir, pour qu'elles partagent, chose qui se faisait assez naturellement sans forcément beaucoup le structurer avant. C'était leur équipe, ils étaient toujours ensemble entre QA, ils se montraient, tiens, regarde, j'ai validé ce plan de test avec cette méthode, ça marche pas mal, moi j'ai testé cet outil, etc. Là, on a envie de rajouter du lien pour que ça continue, c'est très important, hein, évidemment, la veille et aussi le partage. Donc justement, à quoi ça ressemblerait si on prend cette projection du modèle de communauté de pratique sur la communauté QA? Potentiellement, la dimension managériale, ça va être le fait comment on coach ces différentes personnes, ces différents membres de la communauté QA, pour être justement dans cette dynamique de faire du test intégré. Ce qui n'est pas évident justement. Ils ont besoin d'être accompagnés pour savoir ce que c'est que de travailler dans une équipe agile, travailler avec des personnes qui ne parlent pas quelque part la même langue que vous, qui ne manipulent pas les mêmes choses, et réussir à travailler main dans la main avec ces personnes. Ce n'est pas juste se comprendre, c'est comment on trouve des méthodes pour avancer au plus vite. Ça, c'est un vrai sujet. Au niveau de la synchronisation, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs équipes qui travaillent sur le même produit? Chaque équipe avance dans son coin, puis à un moment, on met tout ensemble. Et là, c'est la fameuse phase d'intégration, et là, ça pète. Cette intégration, elle est importante, et comment la gérer justement? Quand on est dans ce modèle, plein de feature teams qui avancent dans leur coin, justement, la communauté de pratique QA, elle a énormément à apporter justement dès le début en se posant la question, regardez là, ces 3 équipes, elles vont avancer sur chacune de leurs modules. Dans un mois, elles vont intégrer ce qu'elles ont fait. Comment on le planifie? Comment il faudra voir? Comment peut-être on arrive à se répartir les choses dans les équipes pour que l'intégration devienne une routine, soit une formalité? Mais justement, il faut qu'on se les pose ces questions-là. Sur les process communs, ça peut être par exemple sur comment on rédige des cas de test, que ce soit des tests manuels dans tout notre patrimoine de tests. Ça peut être aussi les cas de test qu'on envoie à une société tierce. Peut-être qu'on fait du crowd testing. C'est pareil, comment on formalise les choses
parce que pour qu'on se comprenne bien, qu'on ait des retours constructifs, etc. Ça peut être aussi évidemment les cas de tests automatiques. Par exemple, si on fait donc du fameux Gherkin, le Given When Then, ce qu'on appelle souvent BDD, bah, c'est pareil, en fait, il y a plein de bonnes pratiques, des bonnes pratiques générales et aussi des bonnes pratiques qui sont aussi très contextuelles, liées à notre domaine. Chez nous, qu'est-ce qu'on a appris et dans notre domaine, qu'est-ce qui est pertinent? Comment il vaut mieux rédiger ces cas de tests-là? Sur les sujets transverses, ben, quelque chose, par exemple, comme les moyens de test. Alors, ça peut être des environnements, mais peut-être quelque chose qui est encore plus parlant, ça va être les devices de test, les devices mobiles. Voilà, bah, peut-être que ça serait peut-être bien qu'on ait le dernier iPad Pro, hein, à plus de 1 000 € pour valider certains cas d'usage. Est-ce qu'on veut en acheter un pour chaque équipe? Sachant que c'est une goutte d'eau dans la marée, hein, parce que des devices, il y en a encore plein d'autres, hein, etc. Comment on fait pour les avoir? Et on a envie de les porter comme des sujets transverses, justement. On a envie de mutualiser ces moyens de test entre les équipes. Donc c'est pareil, c'est typiquement un sujet qui sera porté avec beaucoup plus de pertinence par la communauté de pratique QA plutôt que par les équipes individuellement. Et puis ben, sur le partage et sur la veille, il y a évidemment, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, voilà, j'ai trouvé tel outil, j'ai fait ça, j'ai essayé ça. Mais il y a aussi toute la dimension comment chacun évolue dans leur équipe. Moi, j'ai testé telle approche avec mon équipe pour faire un peu bouger le mindset et effectivement, ça a pas mal marché, ça a eu plutôt tel résultat. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai essayé plutôt ça a donné plutôt ça, et cetera. Et donc c'est aussi une manière de créer du lien et effectivement qu'il y ait de l'entraide et de les faire grandir collectivement. Maintenant, on va parler des rôles. Les anciens rôles typiques, j'en liste 2, c'est le testeur fonctionnel et l'automaticien, et que je vais opposer du coup à quoi ressembleraient plutôt les rôles à la sauce agile. C'est un peu médisant quand je dis ça. Le testeur fonctionnel, en quelques mots, c'est quoi son rôle, ses compétences, ses capacités? Déjà, il y a toute une dimension sur la conformité à la spec. Voilà, déjà, c'est ça. Il y a toute une dimension plan de test, alors que ça soit dérouler un plan de test ou quand on est plus test manager, dimension faire dérouler un plan de test, donc vraiment la conception du plan de test. Il y a donc souvent cette dimension test manuel, justement. Il y a toute une grosse partie sur le suivi de bugs, hein. Traditionnellement, on considère qu'un bon testeur, c'est pas un testeur qui trouve des bugs, c'est un testeur qui arrive à faire corriger des bugs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut les trouver, mais il faut aussi aller solliciter les personnes jusqu'à ce qu'ils soient corrigés. Un bug qu'on trouve mais qui n'est jamais corrigé, finalement, on s'en fiche. Donc ça fait vraiment partie des affectations et des responsabilités et des compétences traditionnelles qu'on veut et qu'on valorise chez un testeur fonctionnel. Et puis, il y a ces dimensions GoProd. Est-ce que pour toi, on est bon? Est-ce que tu penses que c'est une erreur si demain on met en production au vu de l'état actuel du produit? Ou est-ce qu'au contraire, tu mets ton veto? L'autre rôle, l'ancien rôle typique que je vous présente, donc c'est l'automaticien. Tout d'abord, c'est un développeur. C'est peut-être un développeur spécialisé, voilà, avec vraiment un focus sur les tests, sur les frameworks d'automatisation, etc. Mais c'est du travail de développeur. Petit message en passant, si vous êtes automaticien et que vous vous considérez seulement testeur mais pas développeur, arrêtez votre syndrome de l'imposteur, vous êtes développeur, il n'y a pas de raison que vous soyez pire que des développeurs JavaScript ou PHP qui ont appris sur le tas et c'est leur première année d'expérience. Je ferme la parenthèse. Donc non, déjà, ce sont des développeurs. Ensuite, leur manière dont ils vont aborder l'automatisation, elle va être beaucoup sous l'angle de « j'automatise des tests manuels ». Contrairement à effectivement développeur dont c'est le rôle principal, qui quand on va faire un test unitaire par exemple, va avoir une démarche qui est intrinsèquement liée à faire des tests automatiques et donc des bons tests automatiques. Parce qu'effectivement, quand on automatise des tests manuels, on a beaucoup de chances de faire des mauvais tests automatiques pour tout un tas de raisons, parce qu'il n'a pas été prévu pour, il était prévu pour être un test manuel. Il y a évidemment la dimension non-régression. Pourquoi on a un automaticien? C'est pour construire un filet de non-régression. C'est généralement décorrélé du développement. Quand on a justement ce rôle séparé d'un côté développeur, de l'autre automaticien, c'est justement chacun fait un peu sa vie et parfois ils ne se parlent pas beaucoup, donc parfois on tombe même sur du c'est dommage que vous n'ayez pas mis un ID, pour moi ça m'aurait bien arrangé pour retrouver des choses. Et puis le dernier point, c'est que le focus, la manière dont on pilote ce type de rôle, il est généralement amené par une logique de ROI, retour sur investissement, et de réduction de coûts. Parce qu'en fait, finalement, c'est assez facile de justifier le poste d'un automaticien. On a tant de tests manuels, quand on les déroule, ça nous prend tant de temps.
Si on ne les déroulait pas, on imagine que le manque à gagner est de tant d'argent au vu des bugs qu'on trouve. Donc, avec ces deux éléments-là, c'est assez facile de dégager le budget qui correspond en heures, en budget. Et donc, c'est le volume de temps et d'argent qu'il faut investir pour automatiser ces tests. Donc, ça veut dire aussi qu'on reste vraiment dans cette logique-là de je rattrape, je réduis les coûts et pas dans une logique d'investissement. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'appelle plutôt le testeur agile, là qu'on va retrouver dans la communauté QA. Son premier focus, c'est la testabilité. Je l'ai énoncé plus tôt, c'est on ne part pas en développement tant qu'on ne sait pas comment on va le tester. C'est tout. C'est juste pas possible. On ne sait pas comment on va le tester, on ne part pas en dev. Deuxième élément, une vraie compétence qu'on va retrouver dans ce rôle et qui a énormément de valeur pour son équipe, c'est la dimension d'analyse de risque. Voilà, au vu de ce qu'on a touché, qu'est-ce qu'on risque d'avoir cassé? Alors ça, c'est plutôt en aval. Quand on est en amont au niveau spécification, c'est au vu du type de changement qu'on veut faire au produit, quelles conséquences ça risque d'avoir sur le produit. Ça, c'est vraiment une compétence clé et qui va vraiment apporter beaucoup à l'équipe. Le reste de l'équipe, à moins d'avoir déjà une certaine seniorité, est souvent assez peu sensibilisé à souvent assez peu ce mindset analyse de risque. On a la dimension cas de test automatisé. Je dis bien cas de test automatisé, non pas automatisation des cas de test. Pour moi, l'automatisation en elle-même, intrinsèquement, ça reste du travail de développeur. Par contre, il y a une vraie valeur ajoutée à apporter sur comment rédiger ces cas de test. Des bons cas de test qui sont automatisés, donc qui mélangent cette savante alchimie de c'est avant tout pour répondre à besoin, mais en même temps, comme on va l'automatiser, ça tire des ficelles techniques. Donc je parle à tout le monde et je comprends tous les mondes. On a évidemment une dimension sur la stratégie, les méthodes de test. C'est la fameuse pyramide de test, pyramide de test agile. C'est un concept que le testeur agile il doit connaître, maîtriser et être capable de faire des projections, d'essayer d'utiliser ça comme un outil intellectuel pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est plutôt bon? Est-ce qu'on est plutôt mauvais? Ça reste juste un outil. Ça fait partie des choses. Il doit être vraiment moteur sur tous ces aspects de définition de stratégie et méthode de test. Puis, le dernier élément, c'est les tests exploratoires. Une compétence qu'on retrouve traditionnellement chez les testeurs et qu'à l'inverse, on retrouve très peu, encore une fois, sauf quand c'est des personnes qui ont un petit peu trempé, qui ont un peu bourlingué. Généralement, dans le reste de l'équipe, ce n'est pas du tout naturel de savoir faire des tests exploratoires ou même d'en faire tout court. Maintenant, à côté de ça, je vais leur parler plutôt du QA manager. Parce que lui aussi, il a un rôle qui change. Le rôle traditionnel, il est là pourquoi? LG, il a un rôle, c'est un manager, il a un rôle de cadre d'entreprise. Il a aussi une dimension carrière. Encore une fois, c'est un manager, il est là pour accompagner les personnes dans leur carrière au sens large, c'est aussi leur bien-être au quotidien dans l'entreprise, mais c'est aussi où est-ce qu'on les emmène demain. Il a une dimension lever les obstacles. Bon, les gars, on travaille sur des trucs, ça s'est mal passé, vous êtes bloqués, comment on vous aide, comment on avance? Il y a aussi une dimension un peu coaching, comment on accompagne, comment on forme du coup ces subordonnés, qui va être très axé finalement sur les tests, les méthodos. Et donc généralement, le QA manager est lui-même ancien testeur, ancien QA, et justement, il est là un peu pour s'assurer que tout le monde fait bien son travail et aussi pour accompagner ces personnes là-dessus. Donc, il est référent sur ces approches de test, sur la méthodo, et il coach les membres de son équipe sur ces sujets-là. Et puis, il a évidemment, manager traditionnel, un rôle important dans l'organisation du travail. On vient le voir, on lui dit, tiens, il y a ce nouveau sujet, il faut dérouler le plan de test, il faut qu'on le valide, est-ce que tu as un QA qui s'en charge? C'est ce qu'il va faire. Toi, tu prends ce projet-là, toi, tu fais ça, toi, quand tu as fini ça, tu passes là-dessus, etc. Et c'est ce qu'on attend du QA manager, encore une fois, dans l'organisation traditionnelle. Dans l'autre modèle que je vous propose, on va plutôt le positionner en tant que manager de la communauté QA, la communauté de pratique QA. Il va toujours avoir ce rôle de cadre d'entreprise qui doit être toujours existant, posé, porté par quelqu'un. De la même manière, la dimension carrière. Est-ce que chacun se sent bien? Est-ce que chacun sait où il va demain? Comment on l'accompagne? Comment on l'aide à y arriver? Après, les autres sujets changent un peu. La levée d'obstacles, c'est plus la levée d'obstacles en général, c'est la levée d'obstacles hors équipe. Parce qu'effectivement, normalement, les équipes sont censées être plutôt ou le plus possible indépendantes. Ou en tout cas, quand c'est un problème interne à l'équipe, elles doivent le gérer. C'est le but. On a mis toutes ces personnes ensemble pour qu'elles puissent prendre un sujet et le gérer jusqu'à la fin. C'est justement pour enlever tout un tas de dépendances entre les silos. Par contre, on peut avoir des obstacles qui sortent de l'équipe,
qui vont soit par rapport aux interactions entre les équipes, ou même par rapport à la direction, ou beaucoup plus large. Et là, c'est là où il doit intervenir. Et c'est là qu'il intervient, toujours en tant que manager, en tant que facilitateur. Comment on vous donne les moyens en tant qu'équipe de fonctionner. Il va aussi donc accompagner ses collaborateurs, ses subordonnés, mais pas avec le même focus en termes de coaching. Il n'est plus là pour leur apprendre comment tester et quelle méthode utiliser. Finalement, là où ils vont avoir le plus d'aide, c'est bien comment vous rentrez dans cette équipe, comment vous devenez une équipe auto-organisée et comment vous rentrez dans une vraie démarche de collaboration. Comment le premier enjeu n'est pas tant de savoir comment on va tester, mais comment on va tester en équipe, comment on va tester ensemble, comment on va tester au bon moment. Et c'est finalement surtout là-dessus que le manager de la communauté QA va apporter beaucoup, du coup, à cette communauté QA. Et puis, le dernier niveau, ça va être, plutôt que d'organiser le travail, qui est une responsabilité par défaut qui disparaît, puisqu'on a des équipes autonomes qui prennent des sujets, qui les gèrent et qui s'auto-organisent, ça devient plutôt... donc, on n'a plus l'organisation. Par contre, il faut toujours... On a cette communauté QA. Et elle, il faut l'animer. Parce que ce n'est pas facile de faire marcher ce modèle matriciel. Il y a vraiment besoin de l'animer, cette communauté QA, pour qu'elle fonctionne, pour qu'il y ait de l'étincelle, en fait, qu'il se passe des choses, que les personnes s'aident, partagent, s'entraident et se parlent aussi dans la communauté QA et pas uniquement dans leur équipe. Donc ça, c'est un rôle très important, ce que j'ai tendance à mettre du coup sur cette personne. Voilà. Donc ce qui nous emmène du coup à ma dernière slide. J'ai mis une photo de chat parce que pour la petite anecdote, je mets toujours des photos de chat en début et fin. Là, j'ai mis le template, du coup, je ne l'ai pas mis au début. J'en ai mis quand même une à la fin. Bref, donc on va pouvoir passer aux questions. Je vous ai mis aussi donc les coordonnées si vous voulez. Donc Scrum Life, allez voir si vous ne connaissez pas déjà scrumlife.tv. Il y a aussi mon Twitter si vous voulez me contacter ou autre, J. Pierre Lambert. Et puis il y a aussi mon site professionnel. Si vous voulez me solliciter, travailler avec moi, vous me trouverez aussi sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Et puis, je crois qu'il reste un peu de temps pour les questions. Et puis, sinon, on finira plus tôt. Non, non, on est dans les temps, hein, donc on a quelques questions. Comment tu veux qu'on procède, Jean-Pierre? Tu veux que je pose les questions et tu Euh, réponds? Comme on Tu veut. ou Moi, tu veux sinon, regarder directement? Qu'est-ce que tu je les préfères? ai ouverts. Bon, bah, alors Alors, vas-y, alors je te laisse je vois la répondre première directement. qui a... Pas de souci. Je vois la première qui a donc 2 votes d'un certain Thomas F. La prévention plutôt que la correction illustre bien l'un des 7 principes du test. Le tester tôt, il me semble. Oui, totalement. Et effectivement, alors, du coup, tant qu'à faire, je vais mettre la slide qui correspond pour illustrer mes propos ou ma réponse. Donc oui, c'est-à-dire que, effectivement, là, je donne une vision très générale. Voilà, c'est comment on passe de l'aspect validation à l'aspect analyse. Mais il y a même plein d'autres subtilités. Il y a même, on peut même imaginer, en cours de développement, on peut aussi travailler main dans la main avec le développeur, justement, pour faire du test continu. Juste après, quand on parle d'automatiser, c'est aussi d'aller dans ces dynamiques-là. Et effectivement, on veut tester le plus tôt possible. Et c'est bien pour ça, et ça se retrouve à tous les niveaux. Hein, il y a un diagramme comme ça qui nous montre, hein, c'est plus on trouve un défaut tard, plus il coûte cher et la courbe est exponentielle. Donc ça, généralement, on vous le vend pour expliquer que le TDD, c'est génial, le pair programming, c'est génial, les codes revues, c'est génial, ce qui est vrai, mais ça s'applique tout autant à ce sujet-là. C'est quand on réfléchit tous ensemble en amont sur ce qu'on va faire, et on y réfléchit à un moment où ça coûte pas cher de trouver les défauts et de les corriger. Alors, tester 2 jours avant la démo l'histoire de notre vie. Voilà. Le but, c'était effectivement de mettre des tranches de vie, hein, si je puis dire. Et c'est vrai que c'est... voilà, tout est dit. De Thomas, le manager community QA n'a plus besoin d'avoir de l'expérience en test alors. Alors ça va être un peu un large débat, qui est très culturel aussi, parce qu'en France, déjà, on a du mal à imaginer qu'un manager ne soit pas un ancien expert, qui est un peu comme ça qu'on peut le voir. Et la réalité est toujours dans le gris, c'est ni blanc ni noir. C'est jamais... la réalité n'est pas juste, si tu ne viens pas du test, tu ne peux pas être manager community QA. Ce n'est pas non plus, si tu n'as aucune expérience, ça va rouler tout seul, parce que tu vas quand même interagir avec les gens. Ça t'aide quand même de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien et comment ils grandissent dessus. Donc voilà, c'est entre les deux. Mais clairement, il en a beaucoup moins besoin, même si on pourrait en débattre, parce que
est-ce que c'était parce qu'il maîtrisait le test que c'était un bon QA manager avant? Parce que c'est pas parce qu'on était dans une organisation traditionnelle qu'on pouvait pas mettre un peu d'auto-organisation dans l'équipe, qu'on pouvait pas payer des formations externes pour former les gens, qu'on pouvait pas, etc. Donc en fait, je pense qu'on reproduit aussi beaucoup des clichés et la réponse c'est toujours entre les deux. Et là où c'est certainement pertinent d'avoir quand même cette expérience, c'est que c'est pas on passe de l'un à l'autre. C'est généralement, il y a une transformation et ça va être très compliqué de se positionner en posture manager communauté QA sans, dans une première phase, continuer de porter encore un petit peu la casquette QA manager. Il y a encore des gens qui vont venir et qui vont vous dire j'ai un projet à valider, donne-moi un QA. Il va falloir mener la chèvre et le chou entre là où on est, là où on veut aller. Mais là, le directeur, la CEO a dit maintenant on est agile et puis bah, la réalité qu'on n'est pas si agile que ça, ou en tout cas que ça prend son chemin et qu'il y a encore des remontants qui arrivent et qu'il faut trouver tout ça. Combien de temps pour qu'une équipe change de mindset? Bah, une équipe, pas beaucoup en fait. Si on les met dedans, je ne suis pas sûr que ce soit l'équipe qui pose le plus de problèmes. Souvent, les personnes ont un comportement qui est logique. Un exemple, on met toutes ces personnes ensemble. Voilà, votre objectif, c'est vous faites ça, vous travaillez ensemble. Bon, par contre, on va continuer de faire des évaluations annuelles, des entretiens individuels. Vous avez chacun votre responsable hiérarchique qui sont chacun dans leur coin, qui ont chacun leur objectif fixé par la direction, qui finalement ne matchent pas, et qui va se reporter sur chaque membre. Donc au début, ça va créer un truc génial. On sera là tous ensemble, ça va marcher à la bonne volonté. On est là tous ensemble, on prend les sujets, on avance, etc. Puis au bout d'un moment, en fait, on va être sur genre, si je caricature, voilà, il y aura le développeur qui dira, moi je suis payé à la ligne de code, le designer qui va dire, moi je suis payé au nombre de designs que je ponds, le testeur, moi je suis payé au nombre de bugs que je trouve. Et là, la dynamique d'équipe, elle va complètement s'élider. Mais ce ne sera pas à cause de l'équipe. Ça sera parce qu'en fait, ils auront chacun pris un comportement qui sera logique avec leur environnement. On ne peut pas faire, dans cet exemple-là, si on ne fait pas évoluer les RH, la politique, la hiérarchie et comment on évalue les gens, pour les évaluer en tant qu'équipe, si on veut que ce soit bien une équipe, ça ne va pas tenir. Donc, le vrai problème, souvent, il est plus côté manager et direction, même si direction, ce n'est pas forcément si dur que ça, parce qu'en fait, on leur vend qu'on va avoir des clients plus contents, qu'on sortira des produits plus vite et qu'on fera plus d'argent. Et à l'équipe, en général, si on leur met le bon cadre, j'ai cité tous les éléments de Scrum, si on applique vraiment ça, qu'on leur dit non, mais là, c'est le début du sprint, vous décidez ensemble de ce que vous prenez, il y a un objectif, c'est pour vous tous. Terminer, ça veut dire vraiment terminer, et vous en êtes tous responsables. Vous listez tous les tâches, vous mettez toutes les tâches sur le tableau, et ça doit avancer, c'est votre responsabilité collective. Il va probablement se passer plus de belles choses qu'autre chose. Après, il peut y avoir des gens réticents, mais là, on rentre sur justement pourquoi on a toujours besoin des managers, même si on est en agile. Parce qu'il faut aussi travailler l'individu. Du coup, je n'ai pas répondu, mais c'est pas grave, j'ai fait genre. On a 2 fois plus d'équipes projet que de testeurs QA. Eh bien oui. Eh bien alors, paradoxalement, moi, dans les équipes que j'ai pu accompagner, notamment sur le chantier de la qualité intrinsèque, j'ai souvent vu que les équipes où ça avançait le mieux, c'était plutôt celles où on leur privait de QA, qui n'avaient pas du tout de QA. Bah parce qu'en fait, elles étaient bien obligées. On leur dit non, mais c'est votre objectif d'équipe, vous devez sortir un truc qui marche. Il n'y a pas assez de QA pour tout le monde, vous n'en avez pas, débrouillez-vous. Bah, ils trouvaient le moyen. Alors après, parfois, ils avaient un QA, sauf qu'ils n'en avaient qu'un seul et ils partaient en vacances. Donc, bah, du coup, il fallait bien qu'ils trouvent des solutions pendant qu'il était en vacances. Mais j'ai souvent vu ça où l'équipe, le moment où bah, finalement, comme on est obligé de tout faire, qu'on a une responsabilité collective et qu'il n'y a plus la personne qui portait le truc tout seul, ben, on se retrouve à le faire. Et là, il y a un déclic et il se passe vraiment quelque chose. Donc moi, j'aurais tendance à dire, bah, concentre-toi, mets les QA sur certaines équipes où justement, on va plutôt mener l'expérience de comment on les met plus dans cette posture de testeur agile, de shift left, de pensée analyse de risque et d'emmener l'ensemble de l'équipe dans cette réflexion analyse de risque en amont plutôt que juste tester, valider. Et puis bah, les autres équipes, justement, bah, elles devront voir à la dure qu'est-ce que c'est de pas avoir testeur et on aura probablement des bonnes surprises. Puis si j'étais un peu méchant, je dirais peut-être que de ne pas avoir de QA, c'est le meilleur moyen de justifier que c'est utile d'avoir des QA. Et donc peut-être que ça débloquera du budget, qui sait. Merci Alexandre, qui me dit que c'est très bien.
Vous voulez pas venir faire un tour chez nous? Écoute, moi, j'ai mis quelques-unes de mes adresses. Faut pas hésiter de me contacter, m'envoyer des mails. Moi, je fais diverses prestations. Ce sera un plaisir d'aider. Voilà. N'hésitez pas à venir échanger ou sur LinkedIn en échange privé, ce qui vous arrange le mieux. Donc, complètement en phase avec ce que l'on envisage, nous dit Alexandre. Oui. En plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc oui. Que deviennent les chefs de projet QA? Est-ce que la question est différente de que deviennent les chefs de projet fonctionnels et autres? Je ne suis pas sûr. C'est un sujet dont d'ailleurs on échange parfois sur Scrum Life. Qu'est-ce qu'on fait globalement des chefs de projet? Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on va être en agile, il y a parfois des situations où on a besoin d'un chef de projet parce qu'en fait, il y a un prestataire externe en gros. On se retrouve à cadrer un prestataire externe et donc c'est de la gestion de projet et ça fait vraiment du sens d'avoir quelqu'un sur le rôle. Quand on est sur une équipe agile elle-même, généralement, on n'a plus besoin de ce chef de projet. Par contre, on a toujours besoin de la gestion de projet. L'équipe agile, elle fait de la gestion de projet. Elle doit savoir où elle en est au quotidien. Et puis, quand on est en revue de sprint, on fait de la direction de projet. On se retrouve ensemble et on décide où on va. Donc, les compétences de chef de projet, on ne veut surtout pas les perdre. Donc, la question devient comment déjà le chef de projet, on arrive à le positionner potentiellement un peu en coach, comment il aide les équipes à savoir avoir ses capacités de gestion de projet, de direction de projet. Et après, c'est une question très personnelle à avoir avec son manager. Est-ce qu'il faut que tu rejoignes une équipe de développement? Peut-être qu'en fait, tu es passé chef de projet technique ou QA, mais qu'en fait, tu aimes bien mettre les mains dedans. Pourquoi tu ne redeviendrais pas QA ou développeur, et posture dans laquelle tu continuerais d'apporter cette expertise chef de projet? Voilà, après, il faut voir. Après, ça reste toujours des discussions jamais évidentes à avoir pour les managers, mais faut trouver la place. Faut trouver la place. Alors, bonjour Jean-Pierre, nous dit Yao. J'ai cru comprendre qu'en Agile, les specs ne sont pas importantes. Or, vous avez dit que la QA doit intervenir en amont. Cependant, je veux savoir pourquoi la QA se base, sur quoi la QA se base pour écrire si un autre spec. Alors, spec, ça devient un gros mot en Agile parce qu'on l'associe à cycle en V, waterfall, etc. Mais en vrai, on a toujours des specs. C'est juste qu'elles ont une forme différente. Ce qu'on bannit, ce n'est pas la spec. Ce qu'on bannit, c'est le cahier des charges énorme, détaillé, figé, surtout figé finalement. Mais on a toujours une spec. On a toujours un endroit où on va dire voilà ce qu'on veut, voilà comment on va s'y prendre, voilà à quoi ça va ressembler. La forme, effectivement, varie beaucoup. Déjà, ce n'est pas les mêmes acteurs, c'est beaucoup moins un truc descendant, c'est beaucoup plus collaboratif avec l'équipe. La forme peut varier, on va être beaucoup plus dans des choses beaucoup plus légères. Potentiellement, dans certaines équipes, avant la pandémie, elles faisaient qu'avec du papier et des post-it au mur. Maintenant, ça peut être avec des post-it murales, d'autres, c'est dans Jira. Il y a une forme différente qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus lean. On fait le minimum pour que ça marche et au dernier moment raisonnable. C'est ça. Par contre, il y a toujours une spec, il y a toujours une doc, parce qu'il y a aussi le gag de il n'y a pas de doc en agile, mais on en fait le strict minimum et à la forme la plus légère possible pour que ça avance et au plus tard possible. Donc, clairement, une équipe agile a peut-être pas grand-chose qui ressemble à une spec en amont de son sprint. Il y a une idée, il y a plein de choses qu'on aimerait faire, qu'on envisage, dont on voudrait échanger. Par contre, quand son sprint il démarre, il y a un énorme travail de conception qui est porté par l'équipe pour avoir une spec béton, qui peut-être ne se voit pas beaucoup parce que comme c'est décidé quand on décide le matin de ce qu'on va faire et qu'on l'implémente l'après-midi, finalement, il n'y a pas besoin d'écrire grand-chose. On l'a dans la tête et on le fait. Quand le délai devient un peu plus long, quand c'est pour dans 2 semaines, peut-être que oui, on écrit une fiche Jira ou Confluence un peu plus évoluée. Mais voilà. Et surtout, c'est finalement surtout l'équipe qui est motrice plutôt qu'une équipe conception ou une MOA, etc. Il y avait Alexandre par rapport à ça qui parlait des 3 amigos, donc c'est quelque chose qui est très utilisé. Et les user stories en soi sont des specs. Oui, on peut en débattre. Pour moi, user story, c'est plus surtout l'invitation à la discussion. Ouais. Et tout ce que ça va. Et justement, et moi, en fait, j'ai envie de plus appeler ça user story. Quand on rentre à ce stade où on en échange tellement qu'on commence à lister plein de choses. Et il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on liste tous les cas de test, comment ça va marcher, etc. Et en fait, j'ai limite envie de plus appeler ça une user story. Enfin, en gros, on a noté tout ce qu'il fallait faire, quoi.
Est-ce que je continue parce qu'on arrive petit à Ça, petit c'est à la fin? comme, vous voulez. Bon, bah Moi, à alors, la limite, je c'est la dernière continue alors. présentation, donc on peut prendre encore 2-3 minutes, il y a pas de problème. Bon, alors après, nous avons donc, bonjour, avec votre expérience, quel framework vous préférez pour UI Test Auto? Alors, contrairement à la présentation précédente de Xavier, moi je suis beaucoup moins dans tout ce qui est framework, j'accompagne beaucoup plus l'équipe. En fait, je les aide à passer le premier pas, c'est le premier pas qui coûte. Une fois qu'ils se sont mis dans le framework, ils voient que c'est pas si galère et qu'on y arrive. Donc voilà, donc après, on peut parler de ce que moi j'ai pratiqué, mais il y avait rien d'exceptionnel, hein. C'était des classiques Selenium, variante Appium, ou et puis tout ce qui se passe après en fonction du framework. Mais je n'appellerais pas ça forcément préféré. Quelle est ta position, Christophe Moustier, quelle est ta position sur le test end-to-end sur un très gros système? Pyramide de test agile, on veut en faire pour se rassurer une dernière fois, mais on va en faire le moins possible et on veut les considérer comme des tests d'intégration, c'est-à-dire on ne valide pas le comportement, on valide que tout branché ensemble, ça n'explose pas. David, si tu devais donner un conseil à une team QA non dev qui a besoin ou envie d'évoluer vers des tests automatisés, qu'est-ce que ça serait? Alors, effectivement, depuis quelques années, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions dans le domaine des outils qui permettent de faire des tests automatisés sans faire de code. Je ne me considère pas suffisamment expert dessus pour recommander, mais je sais qu'il y en a beaucoup, puis c'est un domaine qui bouge beaucoup, donc peut-être que vous pouvez trouver votre bonheur. Et en fait, d'une manière générale, quand on commence à chercher quels outils on veut et combien d'argent on est prêt à mettre, ça peut faire partie des critères de quel outil on va choisir, effectivement. Est-ce qu'on va sur des outils qui permettent ça ou pas? Ensuite, je donnerais quand même le conseil de se dire que un testeur moderne, notamment tel que je décris testeur agile, n'a pas besoin forcément d'être développeur. Par contre, il ne doit pas avoir une aversion à la technique. Son quotidien, c'est d'échanger avec des développeurs. Pour moi, une équipe qui marche bien, on devrait croiser une équipe, ils sont autour d'un tableau blanc, ils font un diagramme d'archi, ils en échangent, et dans les personnes qui échangent, il n'y a pas que des développeurs, il y a aussi les testeurs qui sont dedans. Et il comprend, il devrait le comprendre. On est à un niveau, il y a des blocs, il y a des machins, il y a des interactions entre, il y a des modules, ça se parle. Et finalement, parfois, il y a des entreprises qui prennent la nomenclature de quality engineer, d'ingénieur qualité. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit mettre les mains dedans, on doit pouvoir comprendre, parce qu'une des grosses différences qui font qu'on arrive à faire une stratégie test qui marche bien, c'est le fait qu'on se repose beaucoup plus sur des tests boîte blanche, on ouvre le capot, que sur des tests boîte noire. C'est ça, hein, on me livre un truc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, on me livre la spec, en gros, j'ai la spec et je vérifie que la boîte elle correspond à ce dans la spec. Je n'ai pas le moindre idée de ce qui est dans la boîte. L'idée pour pouvoir tester au plus tôt et efficacement, j'ai parlé d'analyse de risque, c'est ça, c'est j'ouvre le capot, est-ce qu'on risque d'avoir cassé le truc? Bon, on a touché les deux fils à gauche, ils ne touchent pas à droite, on va retester à gauche, pas à droite. Mais ça, on le sait parce qu'on a ouvert. Si on n'avait pas ouvert. Donc, le bon testeur, il doit avoir c'est un rôle technico-fonctionnel, même s'il n'a pas forcément cette connaissance technique, il doit avoir l'appétence de l'avoir pour le développer ensuite au contact de l'équipe au quotidien. Donc, je vous donnerai au moins ce conseil-là, et que finalement, si vous devez vous lancer dans le développement, vos meilleurs amis, ça va être les développeurs qui sont les autres équipes, en fait, hein. Ils sont super contents. Dites-vous que vous êtes développeur, encore une fois. Commencez pas à vous dire « Ah, j'y arriverai pas ». Il y a des gars, ils regardent, ils font des bootcamps, ils regardent un tuto sur Internet, et après, ils sont sur le marché du travail en développeur PHP ou JS. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais ou quoi, je ne porte pas de jugement sur eux. Je dis juste qu'il n'y a pas de raison que vous voyez moins bien qu'eux, en fait. Vous êtes développeur, vous avez ouvert un IDE, vous écrivez du code, vous avez des frameworks. Vous êtes junior, ok, ça vous êtes junior. Mais vous êtes développeur. Peut-être prendre une dernière question, parce qu'après, Ok. on va quand même trop dépasser. Alors, Gia nous dit jusqu'où les definition of done doit être défini, quelle granularité, et a-t-on une definition of done par feature ou plutôt globale? Souvent, on a plusieurs definition of done. On peut avoir une definition of done au niveau de la tâche, on a généralement une definition of done au niveau de la user story, de l'élément de backlog. On peut souvent avoir une definition of done d'incrément, de sprint, et aussi une definition of done en termes de release. Voilà. Et on peut se retrouver effectivement à avoir plusieurs niveaux de ça, c'est terminé, pas forcément prêt à faire partie d'une release parce qu'il y a un travail de structuration d'une release, mais en tant que développement, c'est fini.
Donc voilà, donc il y a ça et donc finalement, la réponse, elle va aussi être très liée à et là, on va parler de concept de développeur que tout le monde dans l'équipe devrait maîtriser. C'est quoi le branching model, le modèle de branche de l'équipe? C'est quoi? Est-ce qu'on travaille tous sur la même branche? Est-ce qu'on travaille chacun sur des branches et ensuite plus tard on va les fusionner? Parce qu'en fait, la question, elle est là. À quel moment on a quel niveau d'exigence et à quel moment on teste des choses? Ça va bien marcher parce qu'on a un modèle qui va être aligné avec comment on développe. Les deux pouvant évoluer dans l'autre sens, hein. Ça peut être aussi au contraire le modèle de développement qu'il faut faire évoluer, mais on veut avoir cet alignement. Donc ça, c'est aussi, si vous ne connaissez pas Guideflow, renseignez-vous. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Parlez avec vos développeurs, en fait, encore une fois. Soyez ouverts, tant que vous ne prenez pas des claques, allez-y, quoi. Non, je veux comprendre, il y a un problème de cache, explique-moi les caches, c'est quoi, etc. Je prends le pire exemple, le cache, mais un peu de ça, quoi. Et quand on revient de qu'est-ce qui fait qu'une équipe marche, c'est ça. Si les gens sont ouverts, mais ils vont accueillir le testeur avec bonheur, ils vont lui expliquer tout, et il sera content d'apprendre, et ça se passera bien.